compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime le sujet de la fertilité, elle aime se former, elle aime son métier de sage-femme, son mari, qui la révèle être femme. Elle aime la femme en général, les bons moments en famille, transmettre, fédérer, rencontrer des personnes passionnées, cuisiner et dormir aussi. Bonjour Marion Vallet. Bonjour Thérèse. Merci de me recevoir dans ton cabinet. J'étais impatiente de te rencontrer. J'avais envie d'échanger avec toi parce que je voulais d'abord te remercier. Te remercier pour le très beau travail que tu fais depuis pas mal d'années déjà. Un travail nécessaire pour les femmes et les hommes de notre temps, puisque tu essayes de vraiment transmettre toutes les connaissances du corps féminin, masculin, de la fertilité au naturel pour pouvoir répondre à nos désirs d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Et donc, en tant que sage-femme, tu viens vraiment nous former et transmettre cette connaissance assez révolutionnaire, puisqu'elle est assez nouvelle. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette présentation. Tu as décidé à quel moment dans ta vie de t'intéresser au sujet des femmes? Alors, tu es sage-femme, mais est-ce que tu as toujours voulu être sage-femme? Oui, assez jeune, en fait, j'ai eu cette évidence qui s'est imposée en moi de ce métier de sage-femme de façon pas forcément très, très claire, mais j'avais cette certitude à 14 ans, je crois, de devenir sage-femme. Et donc, le parcours scolaire puis universitaire s'est enchaîné. Et j'ai découvert ce métier de sage-femme lors de mes études par la suite. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton travail, là, actuellement? Ce que j'aime vraiment dans ce métier de sage-femme, c'est la transmission que l'on peut faire pour ce qui me concerne de femme à femme et le soin que la sage-femme peut apporter à la femme dans sa féminité et aussi à la femme qui devient mère. Et c'est ça que j'aime le plus dans ce métier. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans toutes les femmes que tu rencontres? Alors aussi les couples, puisque derrière une femme qui vient te voir, il y a souvent aussi un homme. Qu'est-ce qui te marque le plus des femmes de notre époque? Les femmes de notre époque, je pense, on pourrait le dire au XXe siècle aussi, ce qui me frappe et ce qui me passionne, c'est vraiment leur soif d'en savoir plus. Et c'est ça que j'aime, qui reprend les 10 points évoqués que tu as évoqués au début, Thérèse. Cette transmission que l'on peut faire de ces connaissances. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot sage-femme, c'est la sagesse du soignant pour la femme, enfin vis-à-vis de la femme et pour la femme. Donc, c'est ce que j'aime, en fait, c'est transmettre cette connaissance et puis recevoir aussi leur propre connaissance pour améliorer mon expertise de sage-femme. Et tu sens que les femmes d'aujourd'hui, elles ont envie d'en savoir plus sur leur corps, sur la fertilité? Oui, en fait, elles sont vraiment très en demande et moi, le sujet qui me passionne, c'est le sujet de la fertilité. Et c'est vrai que quand je leur transmets les connaissances pour qu'elles puissent atteindre une expertise de leur cycle, jour après jour, elles sont toujours très reconnaissantes de cette transmission, en fait, que parfois elles ont déjà perçue plus ou moins de leur côté sans en avoir mis le sens. Mais en quelque sorte, le rôle de la sage-femme, c'est aussi mettre du sens dans ce que la femme peut observer dans son corps. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Ouais, mettre du sens, d'apprendre à se connaître, d'avoir cette expertise, tu dis même aussi sur son corps. On vient de vivre, je sais pas, une moitié de siècle avec l'arrivée de la contraception hormonale, la péridurale, la fécondation in vitro, la PMA, et on a vu ça comme toutes des avancées, des progrès pour les femmes. Et toi, tu sors un livre le 9 février 2022 sur vivre la fertilité au féminin. Quel est le titre exactement? Oui, c'est un livre qui s'appelle Le cycle féminin au naturel aux éditions Le Duc. Et alors, quelle drôle d'idée de vouloir ramener du naturel là où la médecine a fait des progrès incroyables et la technicité semble répondre à tous les désirs des femmes. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre et pourquoi tu t'engages sur ce sujet aujourd'hui?
Alors c'est vrai, comme tu le mentionnes, il y a beaucoup d'avancées techniques et scientifiques, médicales, passionnantes, qui permettent vraiment d'améliorer la prise en charge de la femme, du couple, dans leur désir aussi de devenir parents. Et ça, c'est vraiment super et c'est vraiment très important pour eux. Et en fait, cette connaissance, enfin cette évolution technologique et scientifique, c'est parfois faite au détriment de la connaissance de la femme par elle-même, de sa fertilité, de la physiologie de son cycle. Et par ce livre que j'ai coécrit avec une amie, le docteur Sophie Saab, qui a une spécialité dans la médecine de restauration de la fertilité, c'est de pouvoir transmettre ces connaissances de ce qu'est un cycle normal, comment une femme peut l'observer, ce qu'est un cycle particulier et ce qu'est un cycle pathologique. Voilà, pour pouvoir donner des clés de compréhension à la femme, lui montrer aussi qu'elle peut devenir une experte et que la médecine n'est jamais plus experte qu'elle de son propre cycle. Et c'est ça qui est vraiment fondamental, c'est de lui redonner possession, de lui redonner le pouvoir sur sa fertilité, qui n'est pas une possession médicale, mais bien sa propre possession. Mais je te pose quand même la question, à quoi ça sert ça? C'est-à-dire, à la fois tu as cette expertise, mais aujourd'hui, si tu peux avoir une contraception hormonale qui, j'ai envie de dire, fait le job de pouvoir contrôler sa fertilité, si tu as une alternative de fécondation in vitro qui va permettre de répondre à ton désir d'enfant, en quoi ce serait, j'ai envie de dire, plus intéressant d'apprendre à se connaître que d'avoir tout de suite recours à ces techniques? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Alors, c'est deux versants vraiment très différents, mais pour celui de la contraception, aujourd'hui, quand même, au XXIe siècle, il y a un certain nombre de femmes qui osent se poser la question, cette pilule que je prends depuis que j'ai 15 ans, 20 ans, est-ce que j'ai encore envie de la prendre aujourd'hui? Donc, c'est aussi pour répondre à ces femmes-là qui remettent en question leur mode de contraception, ou aux femmes qui se disent moi, les hormones, je n'en veux pas parce que je suis dans une démarche écologique, éthique, enfin voilà. Et donc, pouvoir leur proposer une alternative qui soit une alternative non pas aléatoire, puisque ça n'est absolument pas du bricolage, mais une alternative scientifique d'une méthode qui leur permet, toujours dans cette prise de possession, qui leur permet l'empowerment, avec ce terme à la mode de reprise de pouvoir sur leur fertilité. Et quand je dis fertilité, c'est pas seulement pour concevoir, c'est aussi pour différer un projet de grossesse ou pour éviter une grossesse. Et donc, cette observation du cycle, quand on suit ensuite une méthode, donc avec des règles très précises, permet aux femmes, si elles le souhaitent, de l'utiliser comme elles utiliseraient une contraception. Donc là, c'est pour répondre à un besoin de femmes qui veulent se tourner vers des choses plus écologiques, plus naturelles, et avec ce désir aussi de reprendre la possession un peu sur son corps. Si on reprend la question de la fécondation in vitro, aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de couples. C'est quoi les statistiques de personnes qui ont du mal à avoir des enfants? C'est à peu près un couple sur 5, je crois, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui a des difficultés pour concevoir. Oui, c'est ça. C'est 25% de couples hypofertiles au bout d'1 an et environ 15% de couples qui n'arrivent pas à concevoir au bout de 2 ans d'essai. Alors, à tous ces couples qui ont des difficultés à concevoir au bout de 1 an, 2 ans, en quoi se tourner vers des alternatives plus naturelles serait intéressant pour eux? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc, se tourner vers une alternative naturelle, enfin, se tourner vers le cycle de la femme et apprendre à la femme à observer son cycle, ça va, comme je le disais, lui donner cette expertise de son cycle et ça permet aux soignants qui a cette connaissance de l'observation du cycle de pouvoir analyser la problématique. En tout cas, d'essayer de comprendre la problématique et d'émettre des hypothèses pour ce qui est de la partie féminine, bien sûr, puisque c'est le cycle de la femme que l'on observe, et d'émettre des hypothèses. Est-ce que cette femme ovule de façon qualitative? Est-ce que... donc, on observe la phase préovulatoire, la phase post-ovulatoire. Ça permet d'émettre des hypothèses et ensuite de pouvoir explorer. Et donc, on explore le cycle au travers d'examens biologiques, donc une prise de sang ou plusieurs prises de sang pour vérifier est-ce que l'ovulation est vraiment de qualité. Et grâce à l'observation du cycle, on peut explorer au bon moment. En médecine, alors là, ça parlera surtout aux soignants, mais on a l'habitude d'explorer l'ovulation en faisant un bilan sanguin au jour 21. Mais en partant du principe que l'ovulation est au jour 14. Et ça, toutes les femmes qui ont été enceintes un jour ou qui sont enceintes savent qu'on considère la grossesse 14 jours après les règles. Ce qui est complètement absurde. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de semaine d'aménorrhée. D'accord, ouais. On n'a pas toutes la même période
qui s'écoule entre le premier jour des règles et les jours de l'ovulation. C'est bien ça que tu dis? Exactement. D'accord. Voilà. Et en fait, la médecine, pourtant, considère toujours que l'ovulation a lieu environ au jour 14. Et donc, on va explorer le cycle quand il y a une hypofertilité en fonction de cette ovulation au jour 14. Donc, on va faire des échographies au jour 10 jusqu'au jour 14 ou 15. Et ensuite, on peut faire une prise de sang au jour 21. Mais en fait, les résultats ne seront pas du tout forcément révélateurs de la situation. Et c'est en ça que l'observation du cycle va nous donner vraiment un outil thérapeutique très précieux pour le soignant, pour la sage-femme, le médecin qui va prendre en charge la femme. Et ensuite, si jamais il y a un traitement à mettre en place, le traitement va être basé sur l'observation de la femme. Donc, il y a vraiment une coopération qui s'opère entre le soignant et la femme, avec un retour de la femme. C'est pas le soignant qui sait pour la femme et pour le couple. C'est vraiment le soignant qui attend le retour de la femme de l'observation de son cycle pour pouvoir mieux comprendre là où les problématiques et mieux les explorer, mieux les prendre en charge. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que cette connaissance du cycle va nous permettre de pouvoir répondre aux problématiques de santé de la femme ou du couple. Et peut-être qu'aussi la médecine traditionnelle peut passer à côté de choses qui auraient pu être résolues par cette connaissance que tu apportes. Exactement. C'est vrai que c'est ça qui est parfois étonnant ou préoccupant, c'est de se dire que sans cette observation-là, sans cette coopération avec la femme sur son cycle, on passe à côté d'hypothèses thérapeutiques qui sont pourtant précieuses en se disant on a l'expertise de la fécondation in vitro, on sait faire, on sait bien faire, c'est vrai, les chiffres sont bons. La France a vraiment d'excellents résultats en médecine en procréation médicalement assistée, mais pourtant, on sait aussi que cette procréation médicalement assistée n'est pas sans conséquence pour le couple. Déjà pour la femme, parce qu'on va lui administrer des traitements hormonaux qui sont lourds, avec des injections hormonales. Donc, ça représente pour elle un véritable parcours du combattant sur plusieurs semaines. Et ça n'est pas sans conséquence aussi pour le couple au niveau psychologique, de se dire, déjà de se retrouver dépossédé de sa fertilité et de se dire qu'on remet tout dans les mains du médecin et on essaye de comprendre ce qui se passe, mais c'est lui qui sait. Voilà, donc cette procréation médicalement assistée a fait vraiment un bond en avant en termes de prouesse scientifique, mais la conception sous la couette reste quand même toujours la priorité, en tout cas ma priorité de soignante. Et là, je m'engage puisque je sais que ce n'est pas toujours cette posture qui est défendue, mais la majorité d'entre nous souhaite, et la majorité des couples surtout, souhaitent concevoir sous la couette. Peut-être une poignée infime préfère concevoir au laboratoire, mais pour répondre à cette aspiration du couple de rester dans son intimité pour donner la vie. C'est en ça que vraiment le cycle de la femme, l'observation de son cycle va nous donner un atout vraiment indispensable. Ça ne veut pas dire que la médecine, que la procréation médicalement assistée n'est pas un chemin, mais qu'elle ne doit pas se faire au détriment de la femme et du couple, de la relation, de cette relation dans l'intimité qui n'est pas... la médecine ne remplace pas l'intimité du couple. La médecine ne remplace pas l'intimité du couple. Je retiens bien ce que tu es en train de partager là. Il y a quand même l'idée que je pense qu'on a tous envie, au départ, d'arriver à concevoir naturellement, quoi. Si on interroge 100 personnes dans la rue, quasi les 100 personnes vont le dire. C'est ce que tu partages là. Après, la majorité d'entre nous, on ne connaît pas les alternatives naturelles pour résoudre un problème de fertilité. Pourquoi est-ce que personne ne connaît ces alternatives-là ? Alors, c'est de plus en plus connu, heureusement, parce que grâce aux réseaux sociaux, aux médias, les femmes parlent de plus en plus et osent partager leur expérience. Et c'est ça qui est vraiment très positif. Mais comme tu le dis très justement, effectivement, moi, en consultation, quand j'en parle à mes patientes, certaines me regardent avec des grands yeux en disant « mais jamais j'ai entendu parler de ça ». Et c'est ça qui est très dommage. En fait, c'est cette observation du cycle, j'y reviens parce que c'est vraiment mon cheval de bataille, parce que je me dis que la médecine de la femme ne peut pas s'envisager sans ça. J'en suis convaincue. Je me dis que j'espère qu'au XXIe siècle, tous les soignants de la femme intégreront ça dans leur consultation. C'est vraiment mon souhait. C'est ce qui permet en fait à la femme de mieux se connaître et d'être dans une coopération vraiment plus efficace. Tu parles beaucoup de la femme, de se connaître. Quel est l'impact sur l'homme d'une femme qui se connaît et qui, par exemple, pour répondre à un désir d'enfant, va aller se tourner en premier lieu vers une alternative plus naturelle, basée sur cette connaissance du cycle ? Quel va être l'impact sur l'homme ? Tu sais, tu les accompagnes un peu les hommes ? Oui, en fait.
Oui, en fait, ils sont invités en consultation. En général, effectivement, la femme vient seule au premier rendez-vous. Quoique parfois, le couple vient au premier rendez-vous. Mais la plupart du temps, c'est plutôt la femme seule qui vient. Et ensuite, moi, je les revois en couple. Ça reste toujours ouvert, hein, c'est-à-dire que parfois, l'homme ne viendra pas. Mais dans un projet, en tout cas, de fertilité, un projet de conception, ça paraît évident qu'on ne peut pas faire sans l'homme. Donc, quelle est la place de l'homme dans cette observation du cycle, qui va bien sûr être une observation de la femme? C'est de pouvoir être là, accompagner, comprendre aussi ce qui se passe, et puis pourquoi pas, dans cet accompagnement de la femme, tenir le tableau pour savoir jour après jour où on en est. C'est aussi... Quand tu dis tenir le tableau, c'est-à-dire que les femmes doivent indiquer où elles en sont, c'est ça? C'est ça, et effectivement. Que lui peut aussi prendre les notes, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu l'invitation que je leur fais, c'est de leur dire, voilà, votre part à prendre, c'est finalement tenir ce tableau d'observation de la femme, c'est-à-dire recueillir chaque jour les observations de la femme pour pouvoir savoir tous les deux où vous en êtes dans votre fertilité. Parce que, effectivement, le cycle de la femme est changeant, donc c'est elle qui va s'observer, mais l'homme est fertile tous les jours. Donc, c'est comment juguler cette fertilité permanente et la fertilité cyclique? C'est en tenant un tableau pour savoir, aujourd'hui, on est infertile. On ne sait pas comment sera demain, mais si demain est un jour fertile, que la femme identifie comme tel, l'homme perçoit aussi cette fertilité du couple et ça leur permet d'ajuster leur projet. C'est-à-dire, on veut concevoir, on va favoriser la phase fertile. On veut éviter une grossesse, on va éviter la phase fertile. Ça se passe comme ça. Et en fait, par cette implication au travers de la tenue du tableau, c'est pas du secrétariat, en fait. Pour la femme, ça représente vraiment un soutien moral très important de se dire « mon conjoint s'implique au point d'accepter tous les jours de noter dans un tableau ». C'est assez basique, mais c'est assez motivant pour la femme de se dire « voilà, je sais que ce soir, il va falloir que je fasse un débrief, donc je vais m'observer, d'autant mieux que je dois le soir permettre à mon conjoint de tenir le tableau et donc lui donner une information claire. » Voilà. Et donc, ça permet une coopération, parce que finalement, on se rend compte dans le quotidien d'une vie de couple qu'on n'a pas l'occasion de se poser la question une fois par jour, une question intime. Alors, quand on est jeune amoureux, oui, on s'en pose plein tous les jours, on s'appelle pendant des heures, etc. Mais quand on est au bout d'un certain temps de relation, les questions intimes, il y en a de temps en temps, mais il n'y en a pas tous les jours. Cette observation du cycle, quand on suit une méthode d'observation du cycle et que le conjoint note, tous les jours, il doit poser une question intime pour pouvoir noter dans le tableau. La question intime, c'est on peut ou on peut pas, chérie? Ou c'est justement, ça permet d'éviter cette question binaire. Voilà, est-ce que c'est très bon désagréable ou c'est pas bon? Parce que dans ces cas-là, ça va générer pour celui qui dit c'est pas bon une frustration. Il y a un frustreur et un frustré. Voilà. Là, ce serait assez malsain. Il y a quelque chose qui peut s'installer, qui peut être au détriment de la relation. Exactement. C'est dans ce sens-là. Là, tu dis la question, c'est comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, ma chérie? Qu'est-ce que tu vis dans ton corps? Je porte intérêt à ton corps. Oui, exactement. Et en fait, même si cette question appelle une observation biologique, qu'il faut dépasser parfois, parce qu'effectivement, c'est des mots qu'on n'utilise pas dans un couple. Qu'est-ce que tu as observé? Je me suis sentie mouillée, glissante, par exemple. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de partager. Déjà, en tant que femme à soi-même, c'est pas évident, mais si en plus il faut le partager à son conjoint, c'est vraiment un apprentissage. Mais en fait, cette question anodine montre à la femme, renforce la femme dans le fait que son conjoint porte attention à elle, parce qu'il porte attention au couple et donc à la fertilité du couple. Voilà, donc la place de l'homme est indispensable en fait dans cette démarche. Malheureusement, parfois il est absent et la femme porte seule. Pour moi, c'est ça qui est le plus révolutionnaire dans ce que tu es en train d'apporter là, c'est qu'on redonne une place à l'homme dans le domaine de la fertilité, là où toutes ces avancées technologiques, finalement, ont, d'une certaine façon, un peu exclu l'homme. C'est-à-dire que la fertilité est devenue une affaire de femmes. C'est elle qui prend en charge tout ça, de la contraception depuis l'adolescence au projet de grossesse qui peut ne pas aboutir, et donc elle va faire toutes les démarches. Ici, il y a une implication de l'homme, et le couple va le vivre ensemble, quoi. Et c'est peut-être en cela que ça va changer aussi, ça va avoir des effets positifs sur la relation. Tout à fait. Et de la part, donc on voit à la fois cette approche. J'ai envie de te poser une question un peu naïve, mais à mon avis que tout le monde doit se poser en écoutant. Mais est-ce que ça marche?
Ouais. Effectivement, c'est une question très importante. On ne peut pas parler de tout ça sans parler d'efficacité, de fiabilité, à la fois sur le versant de ce qu'on pourrait appeler une contraception naturelle, même si ça rentre vraiment pas du tout dans ce cadre-là, donc d'une méthode de régulation des naissances, et sur le versant procréatif. Donc la fiabilité est vraiment très importante, effectivement. Et elle a été démontrée par des études scientifiques. Donc ensuite, chaque méthode a une fiabilité qui lui appartient en fonction des études qui ont été menées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Organisation mondiale pour la santé considère une méthode d'observation du cycle, qui est la méthode symptothermique, comme une des méthodes avec une fiabilité excellente, supérieure à la pilule, puisque la fiabilité de l'étude recensée par l'OMS est une fiabilité de 98%, quand la pilule est à 93 ou 94. Voilà, et donc cette connaissance-là, les soignants ne l'ont pas. Nous ne la recevons pas dans notre enseignement médical. Et c'est vraiment c'est délétère pour les soignants eux-mêmes, et c'est aussi délétère pour les couples qui doivent recevoir une information libre et éclairée. Ça, c'est pour le versant régulation des naissances. Pour le versant procréatif, en France, il y a une médecine de restauration de la fertilité qui se met en place, que l'on appelle la naprotechnologie, et donc qui est une médecine qui nous vient des États-Unis, d'un gynécologue américain qui s'appelle le docteur Hilgers, qui a considéré que la restauration de la fertilité n'était pas optimale, c'est-à-dire que quand il y avait des problématiques de fertilité, rapidement le couple allait en PMA. Et donc, pourtant, il y avait plein de choses à faire pour optimiser leur fertilité, et il a mis en place des protocoles qui ont été ensuite étudiés par des études scientifiques, des protocoles basés sur la réalité du cycle de la femme à l'instant T, donc basés sur une méthode d'observation du cycle. Il s'appelle Fertility Care. Voilà, donc cette médecine de restauration de la fertilité, elle se développe. Elle se développe en France aussi, puisque il y a déjà une dizaine de médecins formés, et il y en a une dizaine qui est en formation. Donc 10, c'est pas beaucoup, mais ils mènent des études aussi d'efficacité, et on a une efficacité qui est aussi bonne qu'en PMA. Aussi bonne qu'en PMA avec la naprotechnologie. Exactement. Ouais, c'est important ça comme information. Ça nous invite à nous poser des questions sur notre prise en charge du couple, et finalement sur le fait que revenir au naturel, c'est pas faire un pas en arrière, c'est vraiment faire un pas en avant dans la compréhension de la fertilité du couple, parce qu'on part de la fertilité de la femme. Et souvent, les couples qui essayent de concevoir reçoivent le conseil « Faites l'amour tous les 2 jours et vous verrez, dans 6 mois, ça va fonctionner ». Mais en fait, quand on comprend la physiologie du cycle, faire l'amour tous les 2 jours n'a aucun sens. C'est très bien si on a envie de faire l'amour tous les 2 jours, il n'y a pas de problème. Simplement, cette idée de faire l'amour tous les 2 jours, ça peut aussi être extrêmement contraignant, parce que déjà, on n'a pas tous le même désir dans le couple. Mais entre les couples, il y a une variabilité interindividuelle. Et cette espèce de prescription médicale d'une régularité tous les 2 jours fait rapidement entrer le couple dans un engrenage avec des conséquences sur la sexualité, de perte de désir, enfin déjà de perte de plaisir, de perte de désir, chez l'homme des troubles de l'érection. Voilà, vraiment des troubles qui sont liés au stress engendré par cette prescription. Alors que quand la femme identifie sa phase fertile, ils vont pouvoir se dire, en dehors de la phase fertile, on est infertile, donc s'il y a union sexuelle, c'est pour l'amour seulement, et pas pour le bébé. Mais en fait, ça, c'est quand le couple découvre ça ou redécouvre ça, parce que certains sont suivis à côté en PMA et observent leur cycle, mais ça libère une pression et ça fait sauter la soupape. Et c'est vraiment très libérateur pour eux de se dire, là, on est infertile, donc ça sert à rien d'être dans un engrenage infernal. Attendons d'être dans la phase fertile et ménageons notre relation. Mais je trouve que ce qui n'est pas évident dans cette approche, on va dire, naturelle que tu proposes, qui est à la fois pleine de bon sens, c'est que ça nous invite aussi à avoir un autre rapport à la temporalité. On est habitué à avoir des moyens technologiques qui nous permettent de répondre directement à notre envie, notre désir. Franchement, quand on pense à la fécondation in vitro, ça a l'air très facile, très immédiat. Même si en réalité, quand on ouvre la porte d'un cabinet, on comprend que c'est quand même un peu plus long. Mais il y a l'idée de « je veux, j'ai ». Ici, c'est pas tout à fait dans cette approche-là. J'ai l'impression qu'on est plus sur du temps long, sur l'élaboration de quelque chose qui se crée. Mais
Ça te parle quand je te parle des sphères de la temporalité ou pas trop? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça, c'est une idée qu'on peut avoir de se dire en PMA, je veux, j'ai, mais la réalité est différente. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la temporalité puisque quand est-ce que la vie va s'inviter, personne ne le sait. Quand bien même tout a l'air d'aller si bien, et quand bien même la médecine ne trouve aucun problème ni chez la femme ni chez l'homme, on est dans ce qu'on appelle une hypofertilité inexpliquée, 25% des situations, ce qui est énorme. Donc en PMA, il y a 25% des couples à qui on dit on ne sait pas ce qui se passe, mais ça vient pas. Donc dans ces 25%-là, pour ces 25%-là, il y a sûrement du multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a sûrement plein de choses qui sont un peu moyennes, et donc ça finit par faire une situation d'attente où il n'y a pas de grossesse. Dans les 75% autres, il y a un trouble. Et donc, on mise tout sur ce trouble ou des troubles en se disant, bah voilà, il y a ça. Donc, on va essayer de faire en sorte de lever les troubles ou de contourner les troubles. 25% des couples avec hypofertilité inexpliquée. Et donc, pour eux, il y a plein de choses à faire, en fait. Il y a une optimisation à faire. Voilà. Et donc, il y a une temporalité, quel que soit le chemin. C'est-à-dire qu'on soit en médecine de restauration de la fertilité ou en médecine de remplacement, il y a une temporalité. Mais tu comprends que ça s'entrechoque avec le slogan féministe « Un enfant quand je veux, si je veux ». Alors, on est quand même nés, nous, avec cette idée, c'est quand je veux. Et donc, le jour où je veux et que ça ne vient pas, c'est quand même difficile à vivre, ça, parce qu'on n'était pas préparés à se dire que peut-être que les choses ne viendraient pas quand je veux. Et toutes les promesses des nouvelles technologies, en tout cas, la façon dont le marketing est fait, j'ai envie de dire la façon dont c'est communiqué, c'est que, on est là pour vous servir votre désir. Donc, entre les idées qu'on a reçues, la transmission qui a été faite et la réalité, on voit qu'il y a un vrai décalage et qui est souvent difficile à vivre. Tu vois ça? Les couples sont en souffrance aujourd'hui aussi par rapport à ce sujet? Oui, en fait, ce qu'on peut voir en consultation qu'on appelle préconceptionnelle, quand la femme vient en consultation ou le couple en disant, bah voilà, on a un projet de bébé à court terme, moyen terme, on voudra en parler. Effectivement, quand il y a un arrêt de contraception, certains se disent ça va venir tout de suite, d'autres se disent ça va être très long. En fait, il y a les deux approches. Et donc, certaines femmes veulent anticiper en se disant ça va sûrement être long, donc je préfère anticiper. Puis finalement, elles se retrouvent enceintes très vite. Et il y a d'autres femmes qui se disent ça va être rapide, et puis en fait, c'est long. Et voilà, donc en fait, cette temporalité, elle est générationnelle. Hein, elle est difficile à vivre pour les gens d'aujourd'hui qui sont dans une efficacité permanente. Et je reviens sur l'observation du cycle qui permet d'habiter cette temporalité, en fait, et de se dire je reprends possession ou je prends possession et je sais jour après jour où j'en suis. Chaque jour, ça change. Et donc, on se dit pas on verra le mois prochain, je vais attendre les règles, et en espérant qu'elles n'arrivent pas. Mais finalement, en étant au jour le jour, on se dit ok, voilà, je sais où j'en suis chaque jour. Et donc, ça vient aussi donner du sens au jour après jour, plutôt qu'au mois après mois, en fait, qui peut être très difficile à vivre. Alors, tout ce que tu es en train de partager là, tu essaies aussi de le transmettre aux professionnels de la santé. Moi, je sais aussi comme ça que je t'avais rencontré, j'avais un peu vu ton travail. Tu essaies de le transmettre à ces professionnels, sages-femmes, médecins, d'autres aussi professions? Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, j'ai créé une formation qui s'appelle Physiologie de la fertilité, en partie grâce à ce que j'avais reçu en me formant en tant que femme à la méthode de l'ovulation Billings et également en tant que sage-femme pour pouvoir transmettre à mes patientes. Et donc, j'ai senti cette nécessité, en tout cas chez mes consoeurs et confrères sages-femmes, de lacunes universitaire sur le sujet de la physiologie du cycle, ce qui paraît totalement absurde. C'est ça, oui, je le relève, quoi. Donc, des lacunes dans la formation universitaire sur le cycle féminin, alors que la sage-femme ou le médecin est censé être expert aussi du corps, quoi. C'est ça, mais... Comment t'expliques ça, cette lacune, selon toi? En fait, ce qu'on retrouve, c'est que dans les années 80, l'OMS a beaucoup parlé, a beaucoup écrit sur le sujet de l'observation du cycle, parce qu'à l'époque, la contraception était très peu répandue. Mais à partir des années 90, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, en 1983, l'OMS a fait une étude montrant que plus de 99% des femmes des pays en voie de développement étaient capables d'observer leurs signes de fertilité et d'infertilité après un enseignement. Donc, dans le mois qui suit cet enseignement, cette formation. Aujourd'hui, je pense qu'on est toujours dans les mêmes pourcentages. Simplement, qui, en France, connaît l'observation du cycle ?
de plus en plus, heureusement. Mais malheureusement, dans la communauté scientifique, quand on parle d'observation du cycle, mais c'est tellement ridicule qu'elle retourne en arrière, en fait, parce que les professionnels de santé ne voient pas forcément l'intérêt parce qu'ils ne l'ont pas perçu. Pourtant, en consultation, en tout cas en libéral, en cabinet libéral, les femmes viennent nous en parler, nous parler des détails de leur cycle, des particularités. Et si on ne connaît pas, si on ne connaît pas cette observation au jour le jour, on passe à côté de situations qui sont parfois intermédiaires et parfois pathologiques. Voilà, donc ces lacunes, elles sont probablement dues à l'avènement de la contraception qui a en fait remplacé ce que faisaient les femmes avant, qui était souvent un peu du bricolage, mais quand même basé sur ce qu'elles observaient. Et donc, ça a remplacé en considérant que ça n'était plus nécessaire. Et aujourd'hui, les professionnels de santé font un retour en arrière en se disant, bah si, en fait, c'est tellement important pour les femmes que ça doit aussi l'être pour nous. Et donc, voilà, les sages-femmes sont effectivement très intéressées par ce sujet, les médecins généralistes, les gynécologues aussi, et puis d'autres professionnels de santé comme des ostéopathes, des naturopathes qui sont plutôt des médecines complémentaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, cette formation, mais j'entends, parce que on a la même génération, c'est que c'est récent tout ça. Donc on est vraiment à une époque où les choses sont en train de changer, d'évoluer, et cet intérêt pour les alternatives naturelles, c'est pas un retour en arrière du temps de nos arrière-grand-mères, mais c'est plutôt te dire, mais il y a une perspective intéressante pour nous aujourd'hui de les vivre, en cohérence aussi avec une volonté d'être... tu parlais tout à l'heure d'écologie. Quand je t'entends, j'imaginais vraiment cette écologie du cycle. Enfin, il y a vraiment quelque chose, je sais pas, il faudrait trouver des mots pour l'exprimer. Mais en tout cas, c'est en cohérence avec une façon de vivre avec la nature. Et notre première nature. Chez SEM, on dit que l'écologie, ça veut dire c'est notre habitat, et notre premier habitat, c'est le ventre des femmes. Et dans le ventre des femmes, comment est-ce qu'on a traité ce ventre des femmes? Et ça dit quelque chose de la façon dont on traite aussi l'environnement. Il y a un lien entre la façon dont on traite l'environnement et le ventre des femmes, et réciproquement. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de t'interroger, de te faire parler, parce que tu proposes une autre façon de traiter le corps des femmes, une autre façon d'envisager ce ventre des femmes aussi, ce premier habitat de l'humanité qui est le ventre des femmes, et qui va peut-être nous permettre d'avoir aussi une autre relation au monde plus généralement. Oui, tout à fait. Tu comprends les liens que je fais là avec la question un peu écologique plus large, quoi. Oui. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que après avoir été dans une grande technicité de l'accouchement, on s'est rendu compte il y a une dizaine d'années qu'en fait, il fallait revenir à l'accouchement physiologique, revenir au corps, en fait, refaire confiance au corps. Après les prouesses, à la découverte de prouesses médicales pour limiter la mortalité maternelle et infantile, on s'est rendu compte finalement de l'intelligence. Enfin, on a repris conscience de l'intelligence du corps de la femme et de sa capacité à donner la vie en dehors de l'hôpital. Et ça, c'est encore plus récent qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que faire confiance que dans une maison de naissance, on peut donner la vie sans danger. Et on est aussi dans une prise en charge maintenant de la grossesse. Donc, on remonte le temps par rapport à l'accouchement, la grossesse. Que la grossesse, c'est aussi un processus physiologique et qu'une femme enceinte n'est pas une femme malade. Et donc, on essaye de changer aussi notre état d'esprit sur la grossesse. Et progressivement, on remonte encore jusqu'au cycle pour redécouvrir que le cycle, c'est un processus physiologique et que le cycle nous donne beaucoup d'informations. Quand je dis le cycle, je précise bien que c'est pas seulement les règles. Quand j'interroge les patientes, je leur dis « Comment est votre cycle ?» Oh il dure 5 jours. Non, ça n'est pas possible. Le cycle n'est pas égal aux règles. Le cycle, c'est bien des règles jusqu'aux suivantes. Et donc, reprendre le cycle et la physiologie du cycle dans les détails pour que les soignants aient une vision vraiment plus large et plus complète pour transmettre aux femmes et aussi recueillir ce qu'elles ont observé. Alors, c'est intéressant parce que tu fais vraiment bien le lien, l'accouchement, tu vas jusqu'à l'accouchement, l'allaitement, l'accouchement, grossesse, la santé, en fait, dans sa globalité, quoi. C'est pas juste une technique comme ça qu'on pourrait utiliser, c'est une façon de vivre, une façon d'être en relation avec son propre corps, une façon d'être en relation aussi avec le corps de l'autre. On a parlé aussi de tout l'impact sur le couple. Avec tout ce que tu partages là, de nouveau, on pourra en parler des heures avec toi, c'est absolument passionnant et on va continuer à le faire ces prochains mois, prochaines années. C'est vraiment un intérêt profond chez SEM d'essayer de découvrir toutes ces alternatives, de mettre en lumière ces nouvelles propositions, ces nouvelles voies pour vivre, d'être plus heureux avec soi-même et avec les autres. Une chose que je voudrais te demander pour conclure cet échange, c'est tu as devant toi des femmes et des hommes.
qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre, que tu as découvert ces dernières années, et que tu voudrais absolument leur dire avec tout ce que tu viens de nous partager? De s'écouter, de se faire confiance. Voilà, je pense que c'est ça qui est vraiment important pour pouvoir aimer. Il faut s'aimer soi-même, et pour s'aimer soi-même, il faut s'écouter. Il faut rentrer dans son intériorité, pas seulement son intériorité spirituelle, mais aussi dans son intériorité du corps. Tout comme on est bien connecté à nos mains, par exemple, pour nous dire tiens, nos mains sont sèches, nos mains sont moites, nos mains sont froide, chaude, etc. Se connecter vraiment à son corps aussi dans sa fertilité, dans un endroit qu'on n'a pas du tout l'habitude d'interroger, qui est nos parties génitales. Mais en tant que femme, en tout cas, de nous mettre à l'écoute, de nous faire confiance. On a cette sagesse en nous de notre corps pour pouvoir ensuite mieux nous aimer nous-mêmes en tant que femmes, mieux aimer nos conjoints et réciproquement. C'est magnifique, c'est hyper bien résumé. Merci en tout cas, Marion, de nous avoir transmis tout ça. Je rappelle que ton livre qui s'appelle Cycle féminin au naturel aux éditions Le Duc. Voilà. Et donc, on va retrouver dans ce livre un peu tout ce que tu as pu nous partager. Tout à fait. L'objectif du livre, c'est à la fois un livre qui parle de la physiologie du cycle, de tous les cycles particuliers aussi et les cycles pathologiques. Donc, on va du normal à l'anormal. Également de toutes les méthodes d'observation du cycle, en tout cas les principales que l'on peut trouver et les détails de ces méthodes et puis vers qui on peut se tourner. Et également un volet pour les pathologies du cycle plus hypofertilité. Voilà, donc un livre que l'on souhaitait un peu comme un livre de route pour la femme de la ménarche, donc des premières règles jusqu'à la ménopause. Merci d'avoir écrit ce livre. Ça va être important aussi d'avoir des références, des lectures, de se nourrir de choses qui peuvent nous changer notre relation aussi à notre corps. Merci pour tout ton travail. On aura l'occasion encore de suivre. Et puis, à bientôt. Merci Thérèse. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimés durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.